Alors, bonjour et bienvenue tout le monde à notre deuxième webinaire de la saison qui porte sur le triasin et le puceron lanigaire de la pruche. Je m'appelle Elsa Cousineau et je dirige l'équipe d'assistance technique en foresterie ici chez Lama Plant Care. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et sera prochainement affiché sur notre site web pour votre référence. Le puceron lanigaire de la pruche se propage assez rapidement ces jours-ci. Il est retrouvé dans le sud de l'Ontario à Niagara Falls, à Wainfleet, à Fort Erie, Pelham et plus récemment dans l'est de l'Ontario, à Grafton, près de Kingston. Et bien sûr, il s'est propagé rapidement dans les anciennes forêts de pruches du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse depuis 2017. Maintenant, certains d'entre vous connaissez très bien le triasin et son efficacité contre la grille du frêne, mais certains d'entre vous connaissez peut-être un peu moins son utilisation contre le PLP ou le puceron lanigaire de la pruche. Tout d'abord, en commençant un peu avec le triasin est un insecticide systémique avec une formulation d'azadiractine. Alors, ce n'est pas un insecticide de contact. Il faut vraiment l'ingérer pour qu'il soit efficace. Le triasin a une garantie de 5 et l'azadiractine est dérivée d'une source botanique. Alors, le produit a été développé par le Service canadien des forêts en collaboration avec Bioforêt et ils détiennent toujours la propriété intellectuelle, mais nous avons une licence mondiale pour fabriquer et distribuer le produit. Alors, le traisin peut être utilisé sur des feuillus et des conifères contre une variété d'insectes ravageurs, ce qui en fait un outil idéal pour contrôler des ravageurs tels la spongieuse, la tordeuse des bourgeons d'épinette et, ce qui est pertinent pour nous aujourd'hui, le puceron lanigaire de la pruche. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont moins familiers avec l'azadiractine, c'est un extrait du noyau de graines du margousier et il ne faut pas le confondre avec l'huile du margousier. L'huile, c'est vraiment la composante brute qu'on va ressortir lorsqu'on écrase les feuilles et les fruits, tandis que l'azadiractine, c'est ce qui est extrait du noyau de la graine du margousier comme tel. Alors, le margousier pousse principalement dans le sud-est de l'Asie et sa popularité n'a cessé d'augmenter dernièrement. On peut trouver des produits à base de margousier dans des magasins d'aliments naturels. Beaucoup de gens pensent que les produits à base de margousier peuvent avoir des propriétés antifongiques, antibactériennes, sédatives et antivirales. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en fait, c'est super toxique pour beaucoup d'insectes ravageurs, tout en étant très peu toxique pour les oiseaux et les mammifères. Alors, le PLP s'attaque aux pruches du Canada en se nourrissant des éléments nutritifs à la base des aiguilles sur les branches. Et c'est cette action qui va réduire la croissance des nouvelles pousses et va provoquer un feuillage vert grisâtre, une chute prématurée des aiguilles, des cimes amincies et le dépérissement des pointes de branche et éventuellement la mort de l'arbre. Alors, la mortalité de l'arbre peut survenir après moins que 2 ans après l'infestation ou peut prendre jusqu'à 10 ans selon les conditions du site et d'autres facteurs de stress comme la sécheresse, par exemple. Les prucheresses infestées subissent souvent une mortalité complète et le PLP peut se propager par le vent, par les animaux, le transport de matériel de pépinière, le bois de chauffage et les mouvements humains. En fait, les pucerons actifs, alors les premiers stades de l'insecte, apparaissent au moment de la migration des oiseaux vers le nord et on pense qu'ils peuvent se déplacer sur de longues distances en s'accrochant à ces oiseaux-là. Leur cycle de vie rapide permet également une augmentation de la propagation et de la population. Alors, voici une image fantastique du Invasive Species Center qui nous donne une chronologie claire du cycle de vie du PLP. Alors, le PLP a 2 générations différentes et 3 formes en une année. Les 2 générations sont appelées Sistens, qui est également appelée la génération hivernante, et Progrediens, également appelée la génération printanière, qui est un peu plus facile à dire, qui sont tous des femelles et se reproduisent de manière asexuée. Alors, la génération hivernante est présente de juin à mars de l'année suivante, tandis que la génération printanière est présente pendant 4 mois, du mois de mars au mois de juin. Et les 2 générations ont 6 stades de développement, stade des œufs, les stades nymphaux et les adultes. La deuxième génération peut produire 2 formes d'adultes. La première forme est aptère, qui veut dire sans ailes, et qui reste sur la pruche. Et la deuxième forme est appelée sexupérée. Et cette forme-là a des ailes et va migrer vers l'épinette, en fait.
Et ici, on n'a pas d'espèces d'épinette à propriété qui vont soutenir le PLP. Alors, on n'est pas super inquiet de la reproduction de cette forme-là. Mais une fois que les adultes de la génération printanière pondent des œufs sur une cruche, la génération hivernante va éclore en juin et juillet. Et le premier stade nouvellement éclos est connu sous le nom de puceron et c'est la seule étape mobile pour l'insecte. Alors, une fois qu'ils ont trouvé un endroit pour se nourrir, ils vont devenir inactifs pour le restant de l'été. Et à la mi-octobre, le puceron va redevenir actif et va continuer à se développer en tant que nymphe tout au long de l'hiver lorsque les conditions sont suffisamment assez chaudes. Et il va passer plusieurs stades avant de devenir un adulte au printemps. Alors, ces adultes vont produire un seul ovisac qui va contenir à peu près 300 œufs. Et ces œufs-là vont éclore et vont produire une génération printanière qui va terminer le cycle de vie en à peu près 4 mois. Alors, un cycle de vie assez compliqué. Alors, s'il y a une diapo que j'aimerais que vous vous souveniez, c'est probablement celle-ci. Comment est-ce que le triazin, ou plus précisément, comment est-ce que l'azadiractine affecte le PLP? Fait qu'il va fonctionner de deux façons. Comme on le sait, le PLP va blesser les pruches en retirant la sève et les nutriments de la plante. Et en faisant ça, ils vont ingérer le triazin dans la couche cambiale. Et une fois que c'est fait, l'azadiractine va essentiellement agir comme un régulateur de croissance. Donc, si les nymphes ingèrent de l'azadiractine, euh, elles ne pourront pas muer dans leur prochain stade et ça va interrompre leur croissance. L'autre façon que ça fonctionne, c'est chez les adultes. Une fois que la femelle adulte ingère du triazin d'un arbre traité, elle va pondre moins d'œufs et les œufs qu'elle pond ne seront pas viables, ce qui va supprimer les futures populations du PLP. Alors, quand on parle d'injection aux arbres, il faut souvent penser aux abeilles et aux risques que ces injections pourraient porter. Sur notre étiquette, c'est indiqué que le triazin est toxique pour les larves d'abeilles. Alors, il faudrait que l'azadiractine se retrouve dans la ruche d'abeilles et se fasse nourrir aux jeunes larves pour avoir un effet néfaste. Alors, on se demande peut-être si les abeilles se nourrissent de pollen de pruche. Alors, selon quelques ressources, incluant de la Michigan State University, les pruches produisent de grandes quantités de pollen au printemps, mais ce pollen-là n'est pas vraiment une source nutritive pour les abeilles. Cependant, comme le pollen de la pruche peut parsemer toutes les plantes avoisinantes pendant plusieurs semaines, les abeilles peuvent être exposées à des traces qui se mélangent au pollen des plantes préférées. Une autre préoccupation, c'est que les plantes à fleurs peuvent capter des insecticides systémiques provenant des traitements du sol des pruches. Alors, si les systèmes racinaires des plantes, de ces plantes-là se chevauchent. Alors, une méthode de traitement qui atténue le risque consiste à appliquer des insecticides systémiques par injection, comme on le fait avec le triazin. Voici une liste d'insectes nuisibles retrouvés sur l'étiquette du triazin. Alors, le triazin est homologué au Canada et aux États-Unis pour le traitement contre le PLP, mais il est aussi homologué pour le traitement contre d'autres insectes nuisibles tels que la grue du frêne, la spongieuse, la tordeuse des bourgeons d'épinette, la cochenille et les mouches à scie. Alors, une faible dose de triazin est nécessaire pour contrôler de manière efficace le PLP, ce qui va en faire une option viable en termes d'impact environnemental. Ça veut dire qu'on va utiliser un tableau de dosage différent que celui qu'on utilise généralement pour la grille du frêne. On veut s'assurer qu'on utilise le tableau de dosage vert de 3 millilitres, ce qui se retrouve à la fin du manuel du système EcoJect. Alors, c'est essentiel qu'on suive le tableau à la lettre parce qu'il va nous donner la quantité exacte dont on en a besoin pour s'assurer que l'arbre reçoit 100% de la dose. Le tableau indique exactement le nombre de capsules dont on en a besoin et le nombre de chaque grosseur qu'on pourrait avoir de besoin pour chaque grosseur d'arbre. Alors, dans cet exemple, un arbre de 22 cm de diamètre aurait besoin de 6 capsules de 8 millilitres et une capsule de 20 millilitres pour un total de 7 sites d'injection. Aussi, il ne faut pas oublier d'utiliser le tableau de taux de dosage lorsqu'on fait nos soumissions, parce que ça va nous dire exactement quelle quantité de produit va être nécessaire. Une autre différence qu'on va remarquer avec ce tableau de dosage, c'est que le rapport entre les capsules de 8 et 20 millilitres est à l'opposé du traitement de la grille du frêne. Alors, quand on utilise 3 millilitres par centimètre,
On va utiliser beaucoup plus de petites capsules de 8 millilitres. Alors, il faut s'assurer d'en avoir assez dans notre inventaire avant de commencer la saison. Et les résultats de nos essais démontrent que le triazin injecté à 3 millilitres par centimètre de DHP réduit considérablement les densités de PLP à 5, 8 et 12 mois après le traitement. Alors, 2 ans après le traitement, cependant, on n'avait vraiment pas de différence dans les densités de PLP vivants sur les arbres traités au triazine par rapport aux arbres non traités. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que les arbres traités avaient une croissance de nouvelles pousses supérieure, ce qui suggère qu'ils étaient beaucoup plus en santé que les arbres non traités. C'est aussi super important de noter qu'on va encore constater une certaine défoliation chez les arbres traités, et c'est normal. Il ne faut pas oublier que le mode d'action du triazine signifie que le ravageur doit ingérer du triazine pour que le produit ait un effet. Fait que c'est donc important de gérer nos attentes de ce côté-là. Lorsqu'on examine le profil environnemental du triazine, une question qu'on peut se poser est, lorsque le feuillage d'un arbre traité tombe au sol, qu'est-ce que ça veut dire pour les invertébrés dans le sol? Alors, on pense aux vers de terre, les escargots, les limaces, les bactéries, les champignons, etc. Le docteur Kreutzweiser a effectué des recherches à ce sujet-là, où il a testé les résidus du triazin dans du matériel foliaire afin de voir s'il y aurait un impact sur cet écosystème. Alors, quel que soit le produit qu'on utilise, il existe toujours un risque de contamination au sol par les feuilles. Mais après ces études, il a pu conclure que la concentration dans les feuilles poserait probablement très peu de risques à ces organismes. Des études semblables ont également été réalisées avec la pruche et jusqu'à présent, on n'a aucune inquiétude. Alors, les pruches se retrouvent souvent dans des zones riveraines. C'est là que leurs couverts denses vont jouer un rôle important, qui va fournir, tu sais, comme des environnements plus frais, plus sombres et plus abrités pour une variété d'espèces d'animaux et de communautés végétales. Leur canopée va régulariser et maintenir la température de l'eau pour les poissons et va assurer une stabilisation des berges. Alors, contrairement à d'autres insecticides sur le marché, le triazin n'a pas besoin de tampon entre les cours d'eau et la zone d'application lors de l'injection. Ça veut dire qu'on peut vraiment traiter des pruches qui se situent le long des rives et même dans l'eau. Une autre question qui revient souvent, une fois que le produit est injecté, quand est-ce qu'il commence à fonctionner? Alors, c'est quand même une information particulièrement importante à partager avec nos clients. Tu sais, on va vraiment se demander dans combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un certain contrôle une fois injecté. Alors, voici un autre projet de recherche qui a mesuré des montants quantifiables de triazine dans le feuillage quelques heures après l'injection. Alors, les résultats ont été publiés dans cet article et indiquent que la translocation complète du produit dans la canopée se produit généralement dans les 48 heures après le processus d'injection. En plus, comme on l'a vu précédemment, la quasi-totalité du triazine se dissipe dans le matériel foliaire et aucun niveau quantifiable de triazine se retrouve dans les nouvelles pousses de l'année suivante. Ce qui nous amène à la question si le triazine doit être une application annuelle ou bisannuelle. Le triazine inhibe le développement et les dommages des pucerons lorsqu'il est injecté au début du printemps, avant le débourrement des bourgeons, ou lorsqu'il est injecté l'automne précédent. Alors, il est vraiment recommandé de surveiller les populations de PLP à chaque année et de traiter une fois par année si nécessaire. Bien sûr, si la pression des ravageurs ne justifie pas un traitement, ce n'est pas nécessaire d'injecter. Dans la dernière diapo, j'ai mentionné les traitements de printemps et d'automne. Alors, pour le PLP, on veut vraiment garder à l'esprit son cycle de vie compliqué parce qu'il y a beaucoup d'activités alimentaires au printemps et à l'automne. Alors, nos recommandations sont vraiment de traiter en avril et début mai ou à l'automne, du mois d'octobre à novembre, ou jusqu'à ce que le sol gèle. Alors, l'automne dernier, l'étiquette du triazine a finalement été modifiée pour permettre les traitements automnaux de certains ravageurs. Et les traitements peuvent maintenant avoir lieu jusqu'au gel du sol et peuvent reprendre en avril. Alors, c'est important de se rappeler que tous les arbres ne sont pas traitables
Évidemment, on ne veut pas traiter un arbre qui a un dépérissement de la cime, de la canopée de 90, simplement parce que cet arbre-là ne va pas avoir le système vasculaire nécessaire pour transporter de manière efficace le produit dans la canopée. Et à ce stade-là, il ne reste plus vraiment grand-chose à sauver de toute façon. Ce qu'on dit, nous autres, c'est que la limite de dépérissement de la canopée lors du traitement d'un arbre est généralement de 30. Tout dépérissement au-delà de ce 30 là pourrait compromettre l'efficacité du traitement. Et ça peut être un peu délicat parce que 30 pour une personne n'est pas nécessairement 30 pour quelqu'un d'autre. Tu sais, ça peut être assez subjectif. Alors, il y a des outils qui sont disponibles pour nous aider à déterminer la densité de la canopée, comme des outils oculaires portatifs, des jumelles et même des applications, des applis téléphoniques qui peuvent nous aider à déterminer la densité de la canopée. Alors, le dépérissement peut également survenir très rapidement. Parfois, on peut évaluer un arbre au printemps et constater qu'on a un dépérissement de 20 à 30. Et lorsqu'on revient euh, pour traiter l'arbre à l'automne, par exemple, cet arbre-là a maintenant un dépérissement de la cime de 60, 50-60. Alors, ça peut arriver très, très rapidement avec le PLP. Ça peut également dépendre d'autres stress que l'arbre pourrait subir tout au long de l'année, en plus d'être affecté par le PLP. Alors, on pense comme à la sécheresse, des dommages mécaniques et le compactage du sol. C'est toutes des choses à surveiller lorsqu'on fait l'évaluation de la canopée de l'arbre. Alors, quand un arbre a perdu plus de 30 de son feuillage, on considère que cet arbre-là n'est plus traitable, simplement parce que le système vasculaire de cet arbre-là a déjà été trop compromis. Et ce qu'on injecte à la base ne sera pas nécessairement capable de se rendre jusqu'au sommet de la couronne. Un autre bon signe est de rechercher de nouvelles pousses sur les pruches. Les arbres sont-ils autrement en bonne santé et présentent-ils une nouvelle croissance? C'est super important de aussi regarder les arbres avoisinants. Peut-être que celui qu'on veut traiter semble bien, en bonne santé, mais les autres autour sont très défoliés, ce qui indique peut-être une forte pression parasitaire qui pourrait affecter notre traitement. Alors, j'ai l'impression qu'on a parcouru quand même beaucoup de chemin en peu de temps. Donc, rapidement, juste pour récapituler, voici quelques points importants à retenir. Notre dosage pour le PLP est de 3 millilitres par centimètre de DHP et les traitements devraient avoir lieu au mois d'avril et au mois de mai ou au mois d'octobre et novembre. Et il ne faut pas oublier d'évaluer la santé de l'arbre avant l'injection et ne pas injecter plus qu'une fois par année. Un traitement supplémentaire d'une méthode d'application différente pourrait être effectué la même année. Par exemple, on pourrait penser comme à une pulvérisation corticale qui pourrait fournir un effet résiduel un peu plus long. N'oubliez pas aussi de nettoyer vos bottes, vos pantalons, chemises, tucs, gants, en fait, tout ce qui pourrait permettre au PLP de se propager ailleurs. Alors, je trouve qu'un bain d'eau de Javel pour les bottes et un rouleau collant fonctionne quand même assez bien pour notre linge. Alors, quelque chose à prendre compte. Et finalement, le triazin est une option fantastique pour les arbres fortement infestés qui nécessitent un contrôle rapide de population et peut être utilisé au mieux en collaboration avec un autre traitement qui pourrait prendre un peu plus de temps pour se mettre au travail. Et étant donné que le triazin se dissipe naturellement dans le feuillage au cours de la saison et qu'il n'y a pas de quantité quantifiable de triazin présente dans le feuillage de l'année suivante, les traitements de puceron lagnard de la pruche doivent être considérés comme des traitements annuels. Alors, ça m'amène maintenant à la fin de la présentation. Si vous avez des questions ou des commentaires ou si vous souhaitez discuter d'un sujet qui a été couvert, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter notre équipe d'assistance technique par courriel à l'adresse sur la diapo. Et si vous souhaitez passer une commande, donnez simplement un coup de fil à nos bureaux ou envoyez-leur un courriel.